Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à un projet assez fascinant. Face à un stress hydrique de plus en plus fort, aggravé par le changement climatique, le Maroc est en train de réinventer complètement sa façon de gérer sa ressource la plus précieuse, l'eau. Et pour ça, il construit un système d'information national totalement unifié. Entrons directement dans le vif du sujet. La question de fond, elle est là. Comment on fait pour maîtriser une ressource aussi complexe que l'eau? C'est une ressource qui est vitale, bien sûr, mais elle est aussi mobile et souvent invisible quand on pense aux nappes phréatiques, par exemple. Ce n'est pas juste un liquide, c'est un défi de gestion qui est colossal. Et oui, parce que dans des régions comme la Méditerranée, où chaque goutte compte littéralement, une gestion efficace, c'est tout simplement impossible si on n'a pas de données fiables et surtout partagées. Face à l'urgence, la connaissance, c'est le point de départ de toute action. Et ça nous amène à un principe de base, un principe qui est vraiment au cœur de toute cette histoire. On ne peut pas gérer ce qu'on ne mesure pas. C'est cette idée, simple mais tellement puissante, qui a poussé le Maroc à se lancer. Cette mesure, c'est la clé de voûte d'un cycle de planification très précis. Et voilà à quoi ressemble ce cycle. La connaissance, elle est cruciale à chaque étape, sans exception. D'abord, on caractérise la ressource, on modélise pour essayer d'anticiper l'avenir, ensuite on planifie, on agit, et enfin, hyper important, on évalue les résultats pour ajuster le tir. Sans données solides, tout ce processus, il s'effondre. Alors, face à cet énorme défi, le Maroc a mis sur la table une idée vraiment ambitieuse. Créer un système d'information national sur l'eau qui soit unique et surtout intégré. Son petit nom, le SIE. Le CIEJ, qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, il faut l'imaginer un peu comme le système nerveux central des ressources en eau du pays. C'est une plateforme qui va centraliser toutes les informations pour que chaque acteur, qu'il soit grand ou petit, puisse avoir une vision claire et partagée de la situation. Et attention, point crucial, ce n'est pas juste un projet en l'air, une bonne idée sur le papier. Non, c'est inscrit noir sur blanc dans la loi 3615, la grande loi sur l'eau de 2015. Cette loi rend la création de ce système obligatoire. Ça montre un engagement politique et juridique au plus haut niveau. D'accord, mais concrètement, comment ça marche? Comment on fait pour connecter toutes ces gouttes de données qui viennent de partout, de producteurs si différents? Alors, l'architecture, elle est pensée pour que l'info remonte du terrain. Au niveau local, les agences de bassins hydrauliques, qui sont un peu les gestionnaires de l'eau sur leur territoire, collectent les données. Ces infos remontent vers un hub national qui centralise tout et qui permet aussi de dialoguer avec d'autres secteurs clés comme l'agriculture ou l'énergie. La première grande famille de données, c'est la ressource elle-même. On parle ici de la pluviométrie, du débit des rivières, du niveau des nappes souterraines. Bref, c'est le carnet de santé de la ressource en eau. Ensuite, il y a le suivi des usages. Là, on se demande qui prélève de l'eau, combien, est-ce que c'est pour l'agriculture, pour l'industrie, pour l'eau potable? Le système va aussi suivre toutes les infrastructures, comme les barrages ou les stations d'épuration. Et enfin, troisième pilier, et c'est peut-être le plus critique pour l'avenir, la gestion des risques. Le système surveille les menaces, comme les sécheresses et les inondations, et il aide à évaluer leur impact économique et social pour qu'on puisse mieux s'y préparer. Mais évidemment, pour que tout ça fonctionne, il faut que tout le monde joue le jeu. Et la clé, c'est le principe du gagnant-gagnant, du donnant-donnant. Chaque partenaire doit fournir des données, mais en échange, il en reçoit d'autres qui lui sont super utiles. Par exemple, l'agriculture partage ses besoins en irrigation et en retour, elle reçoit des prévisions cruciales sur la disponibilité de l'eau. C'est cette interdépendance qui fait toute la force du système. Ce projet, il ne sort pas de nulle part, c'est vraiment l'aboutissement d'un très long cheminement, d'une vision qui a mûri pendant des décennies. Cette chronologie, elle raconte bien l'histoire. Si on remonte aux années 90, on avait déjà des bases de données, mais elles fonctionnaient en silos, chacune dans son coin, sans communiquer. Le vrai tournant, c'est la loi de 2015 qui a imposé cette vision intégrée. Aujourd'hui, on en est à la phase pilote avec des partenaires clés, et l'objectif, c'est d'avoir un système pleinement fonctionnel pour 2025. Mais voilà, la technologie, ça ne fait pas tout. Et c'est là qu'on touche peut-être au plus grand défi pour atteindre cet objectif de 2025, l'aspect humain et culturel. Ce chiffre est juste incroyable. 200. C'est le nombre de personnes qui sont mobilisées chaque jour, 7 jours sur 7, juste pour obtenir une seule information, le taux de remplissage quotidien des barrages. Ça montre bien que derrière les données et les écrans, il y a une forêt d'efforts humains. Parce que les vrais obstacles, au final, ils ne sont pas dans les serveurs ou les logiciels, ils sont humains. Le vrai défi, c'est de changer les habitudes. Passer d'une culture où l'information c'est un pouvoir qu'on garde pour soi, à une culture de collaboration ouverte. Il faut construire la confiance entre tous les acteurs et s'assurer que les données continuent d'affluer, tout le temps. Et on va finir sur cette phrase qui est tellement vraie. Un système d'information aussi sophistiqué qu'il soit ne vaut rien si ces données ne sont pas à jour, il est mort. Le défi, ce n'est pas seulement de le construire, c'est de le faire vivre, jour après jour. Et c'est ça, la vraie révolution.